L'axe de la résistance est en train de renaître parce que les Iraniens ont réussi dans cette guerre. Ils n'ont pas été vaincus. Ils ont réussi à pousser les États-Unis à la table des négociations. Je pense qu'il va y avoir un accord et qu'il sera très différent de ce qu'il aurait été autrement. Les attaques militaires contre l'Iran ont été un échec. Israël a échoué. Donc cela va les relancer de manière très significative. Et comme je l'ai déjà dit, cet axe fait pleinement partie de la défense avancée de l'Iran. Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis votre animatrice Lena Petrova et voici un nouvel épisode de World Affairs in Context. J'ai le grand plaisir d'accueillir le Dr Trita Parsi, expert reconnu à l'international des relations entre les États-Unis et l'Iran, de la géopolitique du Moyen-Orient et de la diplomatie. Trita est vice-président exécutif du Quincy Institute for Responsible Statecraft et il est aussi cofondateur et ancien président du National Iranian American Council. D'ailleurs, Trita publie ses analyses sur sa page Substack que je vous recommande vivement. Je prends toujours le temps de lire chacun de ces nouveaux articles parce qu'ils sont vraiment précieux. C'est le genre d'informations qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Je mettrai le lien dans la description juste en dessous. Trita, ravi de te retrouver. C'est un vrai plaisir de te revoir. Merci beaucoup. I was bracing you. C'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Et il y a tellement de sujets à aborder. Ces derniers jours, les relations entre les États-Unis et l'Iran ont été très mouvementées, tout comme les 12 derniers mois d'ailleurs. Mais d'après les responsables américains et iraniens, les discussions techniques en Suisse sont maintenant terminées et les deux parties poursuivent leur travail au sein de groupes spécialisés. Si on prend un peu de recul pour faire le point, est-ce que les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, cherchent aujourd'hui à coexister avec l'Iran? Cherchent-ils plutôt à contenir l'Iran? Ou bien visent-ils encore un changement de régime, mais simplement à un moment plus tardif, une fois qu'ils auront réajusté leurs ressources? Je pense que c'est une excellente question, Lena. Et pour moi, c'est très clair. Ils mettent maintenant toute leur énergie à conclure un nouvel accord avec l'Iran, une forme de coexistence. Et je pense que ce n'est pas seulement de la coexistence. Ils veulent la paix. Ils veulent quelque chose d'historique. Ils veulent quelque chose qui marque les esprits. Ça aurait pu être un changement de régime. Ça aurait pu être une guerre victorieuse. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Alors maintenant, ils vont essayer une autre approche. Je crois qu'il faut bien comprendre que Trump, avant tout, cherche à laisser une trace. Le contenu de cet héritage, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est que ce soit grand, marquant. Ça aurait pu être, comme je l'ai dit, un changement de régime. Mais puisque ça a échoué, il se tourne maintenant vers l'idée de conclure un grand accord. On peut toujours se demander, est-ce qu'ils iront vraiment jusqu'au bout? Pour l'instant, je pense qu'ils sont très engagés. Mais Trump, lui, est connu pour ne pas suivre de trajectoire fixe. Il se moque complètement de ce qu'ont fait les présidents précédents et de leur politique. Lui dire quelque chose comme « c'est comme ça qu'on a toujours fait », c'est un très mauvais argument. Il n'est même pas cohérent avec ses propres décisions passées, comme on l'a déjà vu. Donc oui, les circonstances peuvent changer et il peut totalement changer de cap, repartir dans une autre direction, voire aller jusqu'à envisager un changement de régime s'il voit là une opportunité et s'il pense que c'est mieux que la voie qu'il suit actuellement. Mais pour l'instant, je pense qu'ils sont pleinement engagés dans cette direction. Et ils resteront pleinement engagés tant qu'ils verront qu'il y a une vraie chance de succès. Si les négociations tournent mal, si les Iraniens ne veulent pas d'un grand accord, mais seulement de quelque chose de plus modeste, qui ne laisserait pas vraiment de traces, alors je peux très bien l'imaginer, revoir sa position.
parce qu'il s'apprête à affronter, il a déjà commencé à affronter, les Israéliens. Et ça, c'est le genre de choses qu'on ne fait que si on a quelque chose d'important, de solide, de vraiment significatif à obtenir en retour. On ne le fait pas pour un petit accord. Et je pense que c'est peut-être l'un des points que les Iraniens n'ont pas complètement saisi. Son engagement dans cette affaire dépend beaucoup du fait que cela devienne, au final, un grand accord, digne de marquer son héritage. Freiner Israël, bien sûr, c'est sans doute l'un des principaux défis. Quel a été l'impact sur les relations entre les États-Unis et Israël? Est-ce que ce n'est qu'un petit accroc ou est-ce que cela va amener Washington à traiter Israël et ses intérêts au Moyen-Orient et au-delà, comme elle traite ceux des autres pays étrangers? Est-ce qu'on assiste à un tournant dans la relation entre les États-Unis et Israël pour la suite? Qu'en pensez-vous? Je pense que ce qui est vraiment important, c'est que J.D. Vance et Trump ont, chacun à leur manière, clairement laissé entendre que tout cela pourrait bien marquer un tournant. Pas un tournant où les États-Unis et Israël deviendraient des ennemis, bien sûr, mais un moment où la relation ne serait plus ce qu'elle a été jusqu'ici. J.D. Vance a déjà dit que la relation avec Israël est un bon partenariat, comparable à celui entre les États-Unis et le Royaume-Uni, ou entre la France et le Royaume-Uni. Ce ne sont pas des relations spéciales, même si les Britanniques aiment penser qu'ils ont une relation privilégiée avec les États-Unis. En réalité, la France, elle, ne l'a certainement pas. C'est un allié, un partenaire, mais pas plus. Et ça, c'est une énorme rétrogradation pour la relation entre Israël et les États-Unis. Est-ce que c'est déjà complètement fait? Non. Est-ce que ça a commencé? Un peu. Est-ce que ça peut aller jusqu'à une rétrogradation totale? Absolument. En gros, il dit que c'est la direction que les choses peuvent prendre si les Israéliens continuent de saboter les efforts diplomatiques de Trump. C'est un avertissement très sérieux. Ce n'est pas juste une menace du genre « on va couper l'aide » ou « on ne vous donnera pas ceci ou cela ». Là, on parle de remettre en cause toute la relation. Donc oui, c'est un avertissement très clair et je pense qu'ils sont vraiment sérieux. Les choses pourraient très bien aller dans ce sens. Et je peux vous dire que dans la base de J.D. Vance, chez ces jeunes partisans du mouvement America First, c'est très populaire. C'est très bien vu de voir l'administration rappeler aux Israéliens, avec des mots très clairs, qui est la superpuissance dans cette relation, et de montrer un peu de fermeté pour les empêcher de saboter cette diplomatie et cette sortie de guerre que la plupart des Américains, et surtout les America First, n'ont jamais voulu au départ. Les récentes discussions en Suisse ont bien sûr abouti à un cadre pour un accord plus large. En résumé, les États-Unis semblent concentrés sur la réouverture du détroit d'Ormuz, sur le fait de le maintenir ouvert et d'éviter toute nouvelle escalade. De son côté, l'Iran met surtout l'accent sur la levée des sanctions et sur des garanties de sécurité. L'arrangement actuel ressemble moins à un nouvel accord nucléaire qu'à une phase intérimaire, une sorte d'étape de renforcement de la confiance. Quelle est, selon vous, l'ampleur des progrès réalisés jusqu'à présent et à quel point tout cela reste-t-il fragile, sachant que, comme on vient de le dire, Israël pourrait, selon certains, tenter de le saboter d'ici environ 60 jours? Je pense que les Israéliens vont probablement essayer de le saboter, directement ou indirectement. Et c'est fragile. Rien n'est terminé tant que tout n'est pas terminé. Israël se trouve au cœur même de la plus grande vulnérabilité, à savoir la présence militaire et illégale d'Israël au Liban, et les bombardements du Liban. On a déjà vu que cela avait presque détruit l'accord une fois, voire deux fois. Et à l'avenir, il y aura encore des problèmes de ce côté-là. Mais on a aussi vu que l'administration exerce une vraie pression sur les Israéliens, comme on vient d'en parler, justement
pour les empêcher d'agir au Liban. C'était aussi très intéressant d'entendre J.D. Vance, dans sa réponse sur ce sujet, dire qu'Israël a le droit de se défendre, mais que tous les autres pays de la région ont ce droit aussi. On n'a jamais entendu un responsable de l'administration Biden reconnaître le droit à l'autodéfense de qui que ce soit d'autre, et certainement pas celui des Palestiniens, pendant tout ce qui s'est passé après le 7 octobre, ni même avant. Donc je pense que si on met bout à bout toutes ces déclarations, on obtient une image très différente de la relation entre les États-Unis et Israël jusqu'à présent. Et à mon avis, les Israéliens ont de bonnes raisons d'avoir ce débat public, cette crise, cette panique qu'on voit en ce moment, parce qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer. C'est une situation très différente de celle de l'administration Biden. Si Trump est vraiment déterminé à conclure cet accord et son protocole d'entente, et que les Israéliens s'y opposent, il va leur faire payer le prix, et sérieusement. Est-ce que ça élimine complètement la vulnérabilité de cet accord? Non. Cette vulnérabilité restera là. Et d'une certaine manière, il ne s'agit pas seulement de pression, parce que pour Netanyahou, c'est aussi une question de survie personnelle, de sa capacité à éviter la prison. Ce n'est pas seulement une question de programme politique. Ce n'est pas seulement ce qu'il pense être bon ou non pour Israël. C'est aussi le fait que, si les choses avancent ainsi, il perdra les élections en octobre, ou même avant, et cela pourrait bien le conduire en prison, puisqu'il perdra son immunité dès qu'il ne sera plus Premier ministre. On a déjà vu que Netanyahou a sacrifié les intérêts même d'Israël par le passé au profit de ses propres intérêts personnels. Il a prolongé la guerre à Gaza. Il a complètement bloqué toutes les possibilités de cesser le feu, ainsi que les occasions de libérer les otages. Et il l'a fait parce que c'était dans son intérêt personnel. Dans ce contexte, il pourrait encore avoir intérêt à s'opposer à Trump, même si Trump s'en prend violemment à lui. Parce qu'au fond, le Premier ministre Netanyahou pourrait bien ne pas réussir à dépasser son intérêt personnel, celui de saboter tout ça pour éviter la prison. Dans un tel scénario, il y a peut-être d'autres options que l'administration pourrait envisager, voire devoir envisager. Par exemple, trouver un arrangement en Israël qui lui garantirait de garder son immunité, même s'il démissionne et quitte la scène, en échange du fait qu'il ne sabote pas cet accord. Trita, j'aimerais beaucoup avoir ton avis sur l'aspect nucléaire des négociations en ce moment. Est-ce que, selon toi, les discussions actuelles concernant le programme nucléaire pacifique de l'Iran et ses capacités d'enrichissement ressemblent au cadre initial du JCPOA, ou bien est-ce qu'on entre dans un cadre complètement différent, une nouvelle ère diplomatique en matière de capacité nucléaire? Non, je pense que l'ambition de l'administration, c'est que ce soit bien plus vaste que le JCPOA. Ils ne parlent même pas de ça comme d'un accord nucléaire. Je n'ai jamais entendu l'administration, ni le président, en parler comme d'un accord nucléaire. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, ils veulent peut-être éviter un examen par le Congrès, ce qui serait obligatoire si c'était un accord nucléaire. Mais je crois aussi que, franchement, ils voient ça comme quelque chose de plus grand, de plus transformateur. Ils parlent de paix. Ils parlent d'un développement complètement nouveau dans la région. Quelque chose, encore une fois, qui pourrait marquer leur héritage. Et il est très important de souligner que ce n'est pas du tout ce que l'administration Obama a fait. Ils n'ont jamais présenté cet accord comme quelque chose de transformateur. Ils n'en ont jamais parlé comme d'un accord de paix. C'était vraiment un accord nucléaire limité, qui ne réglait pas tous les problèmes entre les États-Unis et l'Iran, mais qui visait simplement à encadrer le programme nucléaire iranien. Et si, plus tard, d'autres opportunités s'étaient présentées,
Ils étaient clairement ouverts à les saisir, mais ils ne voulaient pas le vendre comme tel. Ils voulaient être jugés uniquement sur l'aspect nucléaire de l'accord. Ils n'ont même jamais exprimé le souhait d'aller au-delà. Si ça s'était produit, ça aurait été un simple bonus, rien de plus. Ce n'était pas leur ambition. Trump, lui, aborde la question d'une manière très très différente. Trump is approaching this very, very differently. Le président Trump a aussi affirmé que l'Iran avait accepté des inspections nucléaires illimitées et à long terme. Mais Téhéran a publiquement démenti cette affirmation. On peut comprendre pourquoi Téhéran serait méfiant face à une telle exigence, surtout qu'il y a déjà eu des informations selon lesquelles l'Agence internationale de l'énergie atomique aurait partagé des données iraniennes avec les États-Unis, voire avec Israël, ce qui n'est pas autorisé. Alors, est-ce qu'on assiste à un décalage entre Téhéran et Washington? Est-ce simplement une tactique de négociation ou bien un message politique destiné à l'opinion américaine? Ou faut-il y voir la preuve que les deux parties n'ont toujours pas une compréhension commune sur ce sujet? Je pense que le choix des mots est très important ici. Le président a parlé de quelque chose comme indéfini. C'est pas forcément un problème. Mais sans restriction, ça c'en est un. Parce qu'il y a eu des inspections très poussées, en fait les plus intrusives que l'AIEA ait jamais menées, et c'était en Iran. Mais ça ne veut pas dire qu'elles étaient sans restriction. L'AIEA ne pouvait pas aller n'importe où dans le pays comme elle le voulait. Aucun pays n'accepterait ça, franchement. Les États-Unis, par exemple, ne l'acceptent pas, même pas pour des inspections régulières. Donc si l'idée, c'est de dire que l'AIEA peut se déplacer librement partout en Iran, faire des inspections surprises, y compris sur des sites non déclarés, je ne pense pas que ça puisse fonctionner. Mais les Iraniens, eux, ont bien accepté le protocole additionnel. Ils l'appliquaient de leur plein gré et ils étaient censés le ratifier une fois que les États-Unis auraient levé les sanctions, pas simplement les suspendues, dans le cadre du JCPOA. Donc, je ne pense pas du tout qu'il y aura un problème avec les inspections. Quand cela viendra, quand ils feront cette concession, et ainsi de suite, ce sont des paramètres qui vont prendre un peu de temps à définir. Je pense que quand Trump sort et en parle publiquement, ça pousse les Iraniens à se replier, parce que d'abord, ils n'ont rien accepté qui soit sans restriction. Ils ont probablement pris l'engagement de laisser entrer l'AIEA, mais les circonstances, les conditions et tout le reste ne sont pas encore fixés. Ils veulent donc s'assurer que Trump n'avance pas trop vite sur quelque chose qui n'a pas encore été pleinement approuvé et dont les détails ne sont pas réglés. Et bien sûr, ils réagissent dès que quelqu'un emploie le mot « sans restriction », parce que ça, je ne pense pas qu'ils l'accepteraient du tout. Mais il y aura des inspections. Je veux dire, il ne peut pas y avoir d'accord nucléaire sans inspection. Et par le passé, les Iraniens ont accepté ce principe. Ils ont raison sur leur relation avec l'AIEA. Ils subissent un énorme revers, vraiment énorme, à cause de ce qui s'est passé. Non seulement selon eux, je ne sais pas si des preuves ont montré qu'ils partageaient des renseignements avec les Israéliens, mais aussi parce qu'il a condamné la Russie quand il y a eu des attaques contre des installations nucléaires ukrainiennes. Il n'a jamais condamné les États-Unis ou Israël, alors qu'ils ont attaqué à plusieurs reprises des sites nucléaires iraniens, même si c'est un crime. Je crois que c'est l'article 36 de la Convention de Genève. Donc oui, ils sont très en colère contre lui, sans aucun doute. Mais au bout du compte, ils savent qu'ils n'auront pas d'accord s'il n'y a pas d'inspection. Parlons du Liban. Le Liban, bien sûr, est au cœur même des négociations. Netanyahou est clairement déterminé à avancer dans le sud du pays,
Vous avez récemment affirmé que le Liban pourrait devenir le point le plus vulnérable du processus diplomatique. Dites-nous ce que vous pensez de la capacité de l'administration Trump à influencer les actions d'Israël dans la région. Et dans quelle mesure Trump est prêt à freiner Israël concernant son expansion dans le sud du Liban et, je le précise, ses attaques contre les infrastructures civiles. Je pense, comme je l'ai déjà dit, ou comme vous l'avez rappelé, que le Liban est la plus grande vulnérabilité, parce qu'il faudra vraiment une pression énorme de la part des États-Unis pour s'assurer que les Israéliens se retirent du Liban. Mais je crois qu'il est très important de comprendre que les Iraniens n'accepteront pas un accord dans lequel les Israéliens resteraient au Liban, parce que ce n'est pas une question de charité envers le Liban. Ce n'est même plus seulement une question de savoir si les États-Unis tiendront leurs promesses ou s'ils sont prêts à freiner les Israéliens. C'est une question de défense avancée pour l'Iran. C'est leur moyen de dissuasion face à une future attaque israélienne. En 2006, les Israéliens ont attaqué. Il y a eu une guerre entre le Hezbollah et Israël, et les Israéliens n'ont pas réussi à vaincre le Hezbollah. Mais à l'époque, j'ai parlé avec le vice-ministre israélien de la Défense, Ephraim Sneh, qui m'a dit que le Liban n'était qu'un prélude. La véritable guerre, c'est avec l'Iran, et elle est inévitable. En gros, une fois que le Liban ou le Hezbollah auraient été vaincus, la guerre devait se poursuivre contre l'Iran. Mais le Hezbollah n'a jamais été vaincu, et du coup, il n'y a pas eu de guerre en 2006. En revanche, il y en a eu une en 2024, en 2025 et en 2026. Et ça justement parce qu'à ce moment-là, le Hezbollah avait été affaibli, Assad était tombé en Syrie, et les défenses avancées de l'Iran étaient dans un état beaucoup plus fragile. Aujourd'hui, les Iraniens sont en train de reconstruire cette défense avancée pour s'assurer qu'il y ait une zone tampon et une dissuasion afin d'empêcher Israël d'attaquer à nouveau. Et la raison pour laquelle je pense qu'ils ne feront jamais de compromis là-dessus, c'est qu'ils ne vont pas sacrifier leur défense avancée juste pour obtenir un accord signé par Trump sur un bout de papier. Parce qu'ils ne feront jamais confiance à ce bout de papier. En revanche, ils font confiance à leur défense avancée. Et cette défense avancée a été efficace pendant plus de 20 ans. S'ils la reconstruisent et qu'ils la reconstruisent en mieux, ils pensent qu'elle sera bien plus fiable que n'importe quel accord avec les États-Unis. Donc oui, je pense qu'ils vont aller vers le protocole d'accord. Ils vont chercher un accord avec les États-Unis et en même temps, ils vont miser sur leur défense avancée. Mais si les deux entrent en contradiction, si les Israéliens restent au Liban, et qu'après de nombreuses tentatives iraniennes pour pousser les États-Unis à se montrer plus fermes envers Israël, rien ne change. Alors oui, je pense qu'ils quitteront cet accord, parce qu'ils ne sacrifieront pas leur défense avancée pour un simple bout de papier. Tudor, certains experts affirment que la guerre contre l'Iran a en réalité ravivé ce qu'on appelle l'axe de la résistance. On a vu qu'après la chute de Bachar al-Assad, les ressources étaient pratiquement épuisées et la logistique largement détruite. Mais cette guerre aurait d'une certaine manière rallumé la flamme ou donné un nouvel élan, disons, au Hezbollah et à l'Iran pour qu'ils tiennent bon. Quelle est votre opinion là-dessus? Comment voyez-vous cette sorte de renaissance de l'axe de la résistance? Non, je pense que ces analystes ont raison. L'axe de la résistance est en train de renaître, parce que les Iraniens ont réussi dans cette guerre. Ils n'ont pas été vaincus. Ils ont réussi à pousser les États-Unis à la table des négociations. Je pense qu'il va y avoir un accord, et qu'il sera très différent de ce qu'il aurait été autrement. Les attaques militaires contre l'Iran ont été un échec. Israël a échoué. Donc cela va les relancer de manière très importante. Et comme je l'ai déjà dit,
Cet axe fait pleinement partie de la défense avancée de l'Iran. Ils vont essayer de le rétablir, cette fois sans la Syrie, et il va y avoir une forme de résistance qui viendra de plusieurs endroits. Il va y avoir de la résistance de la part de certaines puissances européennes et aussi des États-Unis. Ils ne veulent pas que l'Iran occupe ce genre de position. Mais si on regarde vraiment ce que font les Iraniens et ce sur quoi l'administration Trump est en train de s'accorder, notamment par exemple le mécanisme qui va désormais superviser le cessez-le-feu au Liban, c'est un dispositif auquel l'Iran et les États-Unis participent, mais pas Israël. Les Israéliens interprètent cela, et je pense qu'ils ont raison, comme une acceptation par les Américains d'un rôle iranien au Liban, mais pas d'un rôle israélien. Et ça, c'est un changement majeur dans la région. Je veux dire, c'est vraiment important si ça se confirme, bien sûr. Et je pense que ça fait partie d'un tableau plus large. Les États-Unis, à cause de cette guerre, ont enfin compris qu'il ne valait pas la peine de rester dans cette région. Cette région n'est pas si stratégique pour eux. Elle ne fait que les entraîner dans une série de conflits inutiles. Et s'il existe un moyen d'en sortir, ils le prendront. Ce sera difficile, mais malgré tout, ils suivront cette voie, même si cela rend les Israéliens très mécontents. Parce que ce sont les Israéliens qui ont poussé les États-Unis dans cette guerre, et ça a été un désastre. Absolument. Peut-être qu'on pourrait aussi parler de l'allègement des sanctions. Washington a accordé une dérogation temporaire de 60 jours qui concerne une partie du secteur pétrolier iranien. Et bien sûr, cela permet à l'Iran de reprendre certaines exportations de pétrole et de recevoir des paiements pendant que les négociations se poursuivent. La plupart des sanctions américaines, comme l'accès au système bancaire ou la libération des avoirs, restent en place. Vous avez soutenu que les États-Unis devraient lever les sanctions contre l'Iran. Pouvez-vous développer ce point et nous dire aussi quels effets vous attendez de l'allègement limité des sanctions qu'on observe aujourd'hui? Je pense qu'il y a à Washington une attitude assez paradoxale. Ils adorent les sanctions et ils ne veulent jamais les voir levées. Pour eux, lever des sanctions, c'est une forme de défaite. Et ça montre bien que, du moins pour certains, le véritable objectif des sanctions n'est pas d'être un moyen de pression dans une négociation pour obtenir des concessions de l'autre camp, mais plutôt une punition permanente des sociétés visées. Et les lever, même si on obtient d'énormes concessions de l'autre camp, reste malgré tout une trahison. Parce que le but, c'était la punition permanente, pas l'effet de levier, pas l'usage des sanctions comme moyen de pression pour atteindre d'autres objectifs. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui, avec beaucoup d'attaques de mauvaise foi contre Trump pour avoir levé certaines sanctions. Au final, on ne peut pas dire si l'allègement des sanctions mentionné, il n'a pas encore eu lieu, mais il est présenté comme possible dans le New York Times, est une bonne ou une mauvaise affaire, parce qu'on ne sait pas encore quelles concessions nucléaires les Iraniens vont faire tant que les négociations ne seront pas terminées. Mais si les Iraniens font d'énormes concessions sur le nucléaire, vraiment acceptables, et qu'en échange on lève une grande partie des sanctions, alors oui, c'est un bon accord. Parce qu'à la base, c'est bien pour ça que les sanctions étaient censées servir, obtenir des concessions de l'autre camp. Si on s'y oppose, ça veut dire en réalité qu'on n'a jamais eu l'intention de lever ces sanctions, qu'on voulait une punition sans fin. Et si on ne veut pas de cet accord, il faut être honnête, il faut le dire clairement aux Américains. Ce qu'on veut, c'est la guerre, une guerre qui continue. Mais évidemment, ils ne vont pas le dire, surtout après la façon dont cette guerre s'est terminée. Alors, ils vont attaquer l'accord en disant qu'il accorde trop de concessions, qu'on n'a pas à lever les sanctions
et ainsi de suite, comme si ces sanctions avaient été conçues pour durer éternellement. Et dans leur esprit, apparemment, c'est bien le cas. And in their minds, apparently they were. Et comme nous en avons déjà parlé, les sanctions économiques ne sont qu'une forme de coercition. Elles touchent toujours les groupes les plus vulnérables de la population du pays visé. Il existe de nombreuses études et beaucoup de recherches universitaires sur le sujet. Donc, je trouve que c'est vraiment encourageant de voir que l'administration Trump est prête à lever partiellement certaines sanctions pour montrer sa bonne foi et poursuivre le dialogue. Et je pense que c'est un résultat très positif, à la fois surprenant et en même temps vraiment rassurant. Absolument. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est une position hypocrite de la part de certaines de ces personnes de dire qu'elles soutiennent le peuple iranien contre la répression, et tout ça, tout en voulant maintenir les sanctions, même quand un accord est possible. Absolument. Trita, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'inviter. J'apprécie vraiment. Oui, ça a été un plaisir et j'ai hâte de vous recevoir à nouveau. Absolument. Merci beaucoup.